7,5 millions de personnes perdent soudainement connaissance pendant 2 minutes et demie, et lorsqu'elles se réveillent, le monde a déjà changé. Tous sont confrontés à des conséquences déconcertantes qui se déploient autour d'eux, plongeant l'humanité dans l'incertitude et la peur. Bien sûr. Un homme reprend ses esprits et se rend compte qu'il est coincé à l'intérieur d'une voiture retournée. Sortant avec difficulté, il regarde autour de lui horrifié et voit d'innombrables blessés. 4 heures auparavant, l'homme se réveille aux côtés de sa femme Olivia. Après avoir pris le petit déjeuner avec sa fille, il se prépare pour aller travailler. À ce moment arrive une voiture. C'est Nicole, la babysitter de leur fille. Il lui demande de rester quelques heures de plus ce jour-là parce que Olivia travaille de nuit. Pendant ce temps, Olivia essaie d'appeler son collègue, le docteur Bryce Blade, mais il ne répond pas. Il sort un revolver de son sac à dos. Dans une autre partie de la ville, lors d'une réunion des alcooliques anonymes, un homme raconte l'histoire de sa fille décédée. Elle avait été marine, et est morte en Afghanistan. Elle pesait 118 livres, mais il n'a reçu que 37 livres de ses restes. La perte l'a dévasté et il s'est réfugié dans l'alcool. À la maison, profitant de l'absence des parents de Charlie, Nicole invite son petit ami. Pendant ce temps, l'homme et son partenaire surveillent une femme. Entre deux observations, son partenaire parle de sa fiancée Zoé et de combien il sera mal à l'aise de danser leur première danse de mariage sur la chanson qu'elle a choisie. La vie continue, pendant qu'Olivia se prépare pour une opération à l'hôpital et discute avec une infirmière de leurs enfants. Les agents poursuivent leur surveillance. Ils voient une femme inconnue avec 2 accompagnateurs monter dans un SUV noir et partir. Ils transmettent ces informations par radio et la suivent, mais elle remarque la filature. À ce moment-là, Bryce s'apprête à mettre fin à ses jours. Nicole est avec son petit ami. Olivia est en pleine opération. Et alors quelque chose se produit. L'homme voit une étrange vision. Il fait nuit dans son bureau. Derrière lui, il y a un immense tableau rempli de noms, de coordonnées et de photos. Certains mots se distinguent, Mosek et Gibbon, et griffonnent une note étrange sur un papier. Soudain, des viseurs laser rouges apparaissent. Des hommes masqués s'approchent. L'instant suivant, il se réveille dans la voiture retournée. Éveillé à nouveau, il voit la ville en chaos, bâtiments en flammes, rues remplies de cadavres et voitures détruites. Bryce, qui n'a jamais tiré, est étendu sur la jetée. Olivia reprend conscience au milieu de l'opération, s'étant évanouie pendant l'intervention. Nicole, l'électricien et d'autres se réveillent là où ils étaient, surpris par cette panne soudaine. Un agent qui parcourt la rue à la recherche de son partenaire essaie de calmer les gens, mais c'est inutile. La peur les a tous submergés. Montés sur une voiture, beaucoup de personnes étaient dans l'eau lorsqu'elles se sont évanouies. Sans hésiter, ils courent pour les sauver. Au même moment, Nicole court vers Charlie pour vérifier que la petite va bien. En voyant sa babysitter, la fille raconte d'une voix apeurée son rêve, un cauchemar dans lequel il n'y aurait plus jamais de jours heureux. Pendant ce temps, les agents aident les blessés et tentent de contacter leur famille. Soudain, ils identifient la criminelle qu'ils poursuivaient. Elle est vivante. Ils l'arrêtent immédiatement, suspectant qu'elle soit impliquée dans ce qui s'est passé, puisqu'elle prévoyait une attaque terroriste avec des complices. En entendant cela, la foule panique encore plus. L'homme essaie de calmer tout le monde en promettant que l'aide arrive, mais un spectateur l'interrompt. Il vient d'entendre à la radio que la perte de conscience s'est produite dans tous les États. Comprenant qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose dans les rues, Dimitri insiste pour que son partenaire aille à l'hôpital voir sa femme. En marchant dans la ville, curieusement, un kangourou sautant au loin, d'origine inconnue. Dans une boutique, la télévision est allumée. En voyant le journal télévisé, l'agent comprend que la panne s'est produite dans le monde entier. Son téléphone sonne. Olivia peut enfin communiquer. Elle explique qu'elle s'est évanouie pendant l'opération et que son patient n'a pas survécu. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'un nouveau patient, un garçon de 8 ans percuté par une voiture. En l'examinant, Olivia se dépêche de préparer le bloc opératoire et se rend compte que l'enfant connaît son nom. Le FBI est en chaos. Les agents cherchent des réponses, mais le seul fait confirmé est que l'événement s'est produit simultanément dans le monde entier et a duré exactement 2 minutes et 17 secondes. Ils ont exclu une attaque nucléaire ou chimique. Au bloc opératoire, Olivia se bat pour sauver la vie du garçon. Après un moment de tension, elle le stabilise.
Dans les bureaux du FBI, une réunion est organisée pour revoir les faits. Les rapports montrent des pertes massives. Aux États-Unis seulement, 877 avions commerciaux se sont écrasés. En écoutant son supérieur, l'homme se souvient de sa vision. Il comprend soudain qu'il a vu le futur, pas seulement un rêve. En le partageant, il découvre que tout le monde a vécu quelque chose de similaire et que leurs visions ont toutes eu lieu le même jour, le 29 avril 2010. Peu plus tard, Dimitri amène la terroriste suspectée au FBI et rencontre Mark. Leur conversation est interrompue par un autre agent qui propose une idée pour vérifier si tout le monde a vraiment vu le même jour. Contrairement aux autres, lui a vu le 30 avril, mais à 6 heures du matin, à Londres, 8 heures d'avance sur les États-Unis, lors d'une réunion avec Fiona Banks. La question était, l'a-t-elle vu dans sa vision? Sans perdre de temps, les agents décident de la contacter. À leur surprise, elle confirme tout. Elle a bien vu l'agent dans sa vision. Pendant ce temps, les experts des médias rapportent une découverte surprenante. Pendant la panne, de nombreuses personnes étaient sous IRM, et les scanners ont révélé que leur cerveau était actif tout du long. Les experts pensent que chaque personne voyait son propre futur. En regardant les nouvelles, Mark se souvient qu'il enquêtait sur une affaire appelée Mosaic. Il explique qu'il a vu plusieurs photos et un grand tableau rempli d'indices. Les autres décident aussi de partager ce qu'ils ont vu. Janice était enceinte de 17 semaines et a vu une échographie. Son superviseur mentionne avoir aperçu un journal sportif dans une réunion. En écoutant ses collègues, Dimitri se frustre. Contrairement aux autres, il n'a rien vu. Après un moment de réflexion, il suggère de créer un site web où les gens pourraient partager leurs visions pour que les agents puissent les analyser. Mark réalise que cette idée faisait partie de sa propre vision et sent aussi qu'il était sur le point de découvrir la cause de la catastrophe. En entendant l'avis de son équipe, Wade assigne Mark, Dimitri et Janice à l'affaire. Au bureau, Mark tente de se souvenir de tout ce qu'il a vu et de le reproduire sur son tableau, mais il se rappelle très peu, le nom de l'affaire, Big Gibbon, une photo d'une poupée brûlée avec une douille à côté, la phrase « main bleue », un tatouage de 3 étoiles sur l'un des attaquants, un bracelet sur son propre poignet et le fait qu'il avait recommencé à boire. À l'hôpital, Olivia apprend par Bryce que la mère du garçon est morte. Ils connaissent le nom du père et son lieu de travail, mais n'ont pas pu le localiser. En parlant avec l'homme, Olivia découvre qu'il avait prévu de se suicider, mais que la panne l'a arrêté. Avant de rentrer chez elle, Mark rencontre son ami des alcooliques anonymes. Il avoue que dans sa vision il avait recommencé à boire, et que s'il rechute, Olivia le quittera. Son ami lui offre son soutien et admet à son tour que dans sa vision, il a vu sa fille vivante. Bien que cela semble impossible, les restes avaient été confirmés comme étant les siens par des tests médico-légaux. Maintenant, il espère qu'elle est encore en vie et qu'il pourra la retrouver. Ce soir-là, chez lui, Mark répare enfin la porte du garage qui restait bloquée. Plus tard, il retrouve sa femme et ils vont ensemble voir leur fille endormie. Ils partagent leur vision. Mark lui raconte tout, sauf qu'il avait recommencé à boire. Elle avoue à contre-cœur qu'elle a vu un autre homme chez eux et qu'elle a ressenti des émotions intenses pour lui. Elle ne sait pas qui c'est ni ne le connaît. Mark la rassure. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu ces visions qu'elles se réaliseront. Pendant ce temps, Lloyd Cinco, le père de Dylan, arrive à l'hôpital. Il s'avère être l'homme de la vision d'Olivia. En parlant avec lui, elle comprend qu'il ne la connaît pas et ne l'a pas vue dans sa propre vision. Il lui parle de son fils, qui est autiste, et avoue qu'il ne sait pas comment se connecter à lui. De retour au FBI, Mark retrouve Dimitri. Son ami remarque un bracelet au poignet de Mark et lui demande de ne pas le porter, craignant que cela ne rende la vision plus probable. Mark comprend que Dimitri a peur de mourir et essaie de le rassurer. S'ils ont vraiment vu des fragments du futur, peut-être peuvent-ils le changer. Mark demande à Dimitri ce qu'il a trouvé sur ce certain gibbon. Dimitri répond qu'il existe 15 000 gibbons dans le monde, 4 000 rien qu'aux États-Unis, et environ 1000 répertoriés dans des dossiers de police. Les officiers locaux vérifient leurs adresses, mais cela prend du temps. Mark est certain que cette recherche n'est pas vaine, il a vu ce nom dans sa vision, ce qui signifie que cette personne est importante. Leur conversation est interrompue lorsque Janice annonce que la gibbon qu'ils cherchent est une femme et qu'elle est venue à leur bureau. Après l'avoir invitée, les agents découvrent qu'elle s'appelle Deidra Gibbon. Elle vit à Anaheim et possède une pâtisserie. Elle explique qu'elle n'a jamais été arrêtée,
même pas pour une simple amende de stationnement. Dans sa vision, elle s'est vue en train de se disputer avec quelqu'un au téléphone et dire à une personne inconnue de parler à l'agent Dimitri. Elle ne sait pas ce que cela signifie, mais a décidé de le signaler en espérant que cela aide. Après son départ, les agents débattent. Dimitri ne la croit pas et pense qu'elle ment. Weiss n'est pas d'accord et ordonne une vérification complète de son passé. Mac décide de retourner interroger son superviseur sur ce qu'il a vu. À contre-cœur, l'homme admet qu'il n'était pas en réunion, il était aux toilettes. Pire encore, il s'est évanoui dans une cabine. En se réveillant, il a vu un autre agent presque noyé dans les toilettes. Il a dû le sortir et lui faire un massage cardiaque. Pendant qu'Olivia parle avec sa fille, elle se souvient de sa vision et des paroles de son mari et décide de montrer à Charlie une photo de Lloyd. Mais la petite ne connaît pas cet homme. À la surprise d'Olivia, elle reconnaît toutefois Dylan et se met à paniquer. Peu après, Janice informe qu'ils ont trouvé plus d'informations sur Dedra Gibbon. Mis à part quelques amendes de stationnement, son dossier est presque impeccable. La seule chose étrange, des achats ont été effectués avec sa carte presque simultanément dans 2 endroits différents, dans sa ville natale et dans l'Utah. Dimitri pense que quelqu'un a cloné sa carte et qu'elle se disputait peut-être avec la banque dans sa vision. Il remarque également que « pigeon », le mot qu'elle a mentionné, ne fait peut-être pas référence à un oiseau. Janice confirme, il existe une ville appelée Pigeon en Utah. Olivia va au bureau pour en informer Mark. Elle lui raconte l'histoire du garçon reconnu par sa fille et le père de Dylan, l'homme qu'elle a vu dans sa vision. Mark s'inquiète et se met en colère, craignant que le futur soit réellement en train de se produire. Leur conversation est interrompue lorsque Dimitri annonce qu'un billet de bus a été acheté à Pigeon avec la carte clonée. On leur dit qu'un hélicoptère est prêt. L'équipe part pour l'Utah, où la shérif Keegan les accueille. Au bureau, Janice montre à Anastasia des images du stade. Elle a déterminé que la personne sur la vidéo est un homme, mais son visage est indiscernable. Elle a envoyé une demande à la NSA dans l'espoir qu'ils améliorent la qualité de l'image. Anastasia est sceptique, il y a trop peu d'informations et le criminel doit être trouvé avant qu'il ne commette quelque chose de pire. À l'hôpital, Lloyd approche le docteur Bryce, très inquiet pour son fils et incertain de ce qui va se passer. Le docteur le rassure en expliquant qu'il a vu le futur et sait que les choses iront bien. Pendant ce temps, les agents surveillent la station de bus, mais Gibbon n'apparaît pas. Sur le point de partir, Mark voit un bâtiment industriel. La shérif lui dit que c'est une ancienne usine de poupées abandonnée. Se souvenant de la poupée brûlée de sa vision, Mark décide d'enquêter. À l'intérieur, les agents fouillent prudemment le bâtiment et voient une ombre dans une fenêtre du 2e étage. En montant, Mark déclenche un piège, des poupées suspendues au plafond se mettent à chanter très fort. Comprenant qu'ils ont été repérés, les agents abandonnent la prudence et chargent. Ils voient la silhouette d'un homme qui refuse de se rendre. Il déclenche tout son équipement pour tenter de fuir. Une fusillade éclate et la shérif Keegan est tuée. Plus tard, en inspectant l'usine avec des experts, Mark trouve la poupée brûlée de sa vision. À ce moment, Dimitri l'approche et commente que Gibbon cherchait probablement aussi la cause de la panne. De retour au bureau, Mark place la photo de la poupée sur son tableau, tentant de se souvenir d'autres détails. À l'hôpital, Monsieur Cinco décide finalement d'annoncer à son fils que sa mère est morte. À sa surprise, l'enfant réagit calmement, puis demande à voir Olivia. La demande laisse l'homme stupéfait. Un peu plus tard, au FBI, Janice met l'équipe à jour. Elle a obtenu les relevés d'appel du téléphone de Gibbon trouvé dans l'usine abandonnée. L'un des appels a été passé dans les 30 premières secondes de la panne, ce qui indique que cet homme n'était pas le seul conscient à ce moment-là. Elle a même retracé l'appel et découvert que Gibbon parlait avec l'homme du stade, celui qui apparaissait dans les images. Plus tard, Dimitri confesse ses peurs. Après la mort de la shérif, qui n'avait pas eu de vision non plus, il est presque sûr qu'il connaîtra le même destin. Janice suggère de publier la situation sur le site Mosaic. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose à son sujet dans sa vision et pourra révéler les circonstances de sa mort afin qu'il puisse changer son destin. Elle dit qu'elle-même a publié sur le site pour trouver le médecin de son échographie. À contre-cœur, Dimitri accepte et laisse ses informations sur le site. À la maison, Mark parle avec Olivia et partage ses inquiétudes. Au travail, il fait tout pour que le futur se déroule exactement comme il l'a vu. À la maison, il souhaite l'inverse.
Malgré tout, il apprécie que sa femme lui ait tout raconté. Il pense qu'ils ne doivent pas se mentir. À ce moment, il se souvient que dans sa vision il buvait, mais décide de ne toujours pas le lui dire. Pendant qu'il marche dans le parking, Dimitri reçoit un appel d'une femme inconnue. Elle lui dit que dans sa vision, elle a vu un dossier secret affirmant qu'il mourra le 15 mars 2010. Le document ne mentionne pas qui le tuera, mais dit qu'il sera assassiné. Quelqu'un lui tirera 3 balles dans la poitrine. Elle ne peut rien dire de plus et doit raccrocher. Mais Dimitri estime que ce n'est pas assez d'informations, alors il rappelle immédiatement, pour tomber sur un message automatique indiquant que le numéro n'existe pas. Pendant ce temps, en Allemagne, un ancien criminel nazi nommé Geyer, emprisonné dans une prison de Munich, dit à un gardien que dans sa vision, il a vu des informations qui pourraient enfin le faire sortir de prison. À la maison, Mark se prépare pour aller au travail. Sa femme tente de joindre la babysitter qui ne répond toujours pas. Mark la rassure en promettant de récupérer leur fille à l'école et de passer du temps avec elle. Quelqu'un frappe à la porte. C'est Aaron. Pour cacher la véritable raison de sa visite à Olivia, Mark ment et dit que son téléphone professionnel est cassé et qu'Aaron est venu le réparer. Au bureau, Aaron exprime sa frustration et presse Mark d'être honnête avec sa femme s'il ne veut pas ruiner sa famille. Ne voulant pas entendre la leçon, Mark change rapidement de sujet. Il dit à Aaron que Charlie a vu Gibbon dans sa vision et craint maintenant que la petite ne se retrouve impliquée dans de dangereux problèmes d'adultes. Aaron comprend et lui conseille de faire tout son possible pour protéger sa famille. Pendant ce temps, Zoé envoie un message à Dimitri. Elle est enfin dans un avion pour rentrer. L'homme assis à côté d'elle lui demande quel est son travail et elle explique qu'elle est avocate en défense pénale. Il répond qu'il est PDG d'une compagnie aérienne et voyage pour rassurer les clients sur la sécurité des vols. De retour au bureau, Dimitri demande à un collègue de tracer l'appel inconnu et de découvrir qui l'a contacté. Au même moment, Mark et son équipe passent en revue des documents et rapports d'autres pays, dont une déclaration venue d'Allemagne qui attire son attention. L'ex-nazi Rudolf Geyer affirme savoir pourquoi la panne a duré exactement 137 secondes. Mark se souvient immédiatement que ce nombre apparaissait dans sa vision avec la photo de cet homme. Un collègue ajoute que Geyer est prêt à tout expliquer à l'agent Mark Binford, le nom qu'il a vu dans sa vision. Après la réunion, Mark demande la permission de se rendre en Allemagne. Le chef pense que c'est une perte de temps, mais Mark réussit à le convaincre. Plus tard, Dimitri accueille Zoé à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. Elle veut lui raconter sa vision, mais il l'évite et l'emmène à l'hôtel. Pendant ce temps, Aaron visite un bar où travaille son ex-femme. Il tente de la convaincre que dans sa vision, il a vu leur fille vivante. Puisque tout le monde a vu des fragments du futur, il existe une possibilité qu'elle soit encore en vie. Il veut exhumer le corps et faire un test ADN, mais son ex-femme refuse. Elle a vu les restes, a assisté aux funérailles et est sûre que leur fille est morte. Elle dit qu'Aaron vit dans l'illusion et refuse de signer les autorisations. Elle le met dehors. Plus tard, allongée avec Dimitri, Zoé partage enfin sa vision. Elle a vu leur mariage à Hawaï, sur la plage, pieds nus, avec une robe blanche. Lui aussi était là. C'était un jour magique. Confus, Dimitri ment en disant qu'il a vu la même chose et propose de changer la date, mais Zoé refuse. Lorsque Mark arrive à la prison de Killen à Munich. Là, il rencontre des agents allemands ainsi que le prisonnier Rudolf et son avocat. Le criminel propose un marché. Il révélera tout ce qu'il sait en échange d'être libéré, que les charges soient retirées et de pouvoir retourner aux États-Unis, où il vivait avant son arrestation et son extradition. Après la réunion, Mark discute de la situation avec Janice. Elle est convaincue qu'il ne devrait pas accepter le marché. Ce détenu est un tueur en série sans remords et ses victimes méritent justice. Elle avertit que l'information pourrait être inutile. Mark hésite. Pendant ce temps, la chef du FBI se trouve avec son ex-femme et Olivia. Elle lui demande sa vision, mais Olivia esquive la question. Alors la femme partage la sienne. Elle a vu un enfant vivant dans la chambre de son fils. Tous disent qu'il s'agit de fragments du futur, donc elle croit que dans les prochains mois elle deviendra une figure maternelle pour un enfant. Après réflexion, Mark retourne voir le prisonnier. Son avocat propose un compromis. Ils révéleront une partie des informations immédiatement pour les vérifier et le reste sera donné après la libération de Rudolf, ce que l'agent accepte. Rudolf commence à parler des Juifs et d'une organisation mystique appelée Kabbale.
Il explique que si l'on traduit le nom en hébreu et que l'on additionne les valeurs numériques de chaque lettre, on obtient le chiffre 137. Mark se fâche et pense que c'est une absurdité. Dans un accès de colère, il donne exactement 1 minute aux nazis pour fournir des informations utiles, sinon il partira. Rudolf répond que dans sa vision, il a été rapatrié aux États-Unis, ce qui rend cruciale la deuxième partie de son histoire et l'oblige à accepter toutes ces conditions. Il mentionne également une rencontre dans un aéroport américain avec un fonctionnaire des frontières nommé Jerome Murphy. L'avocat suggère de vérifier l'information. Les agents allemands refusent de libérer un meurtrier. À ce moment-là, le téléphone de Mark sonne. Hezron demande un service. Il veut exhumer les restes de Tracy pour un test ADN. Sans le consentement de son ex-femme, Mark essaie de le dissuader en avertissant des conséquences, et le test confirme une nouvelle fois qu'il s'agit de sa fille, mais Aaron est sûr de l'avoir vue vivante et accepte le risque. Mark transmet l'information au bureau. Dimitri vérifie les listes de tous les agents des frontières, mais ne trouve pas Jerome Murphy. Wiedek conseille de vérifier les listes de candidats. Peut-être que Murphy n'a pas encore été officiellement embauché. Après vérification, l'agent le trouve et se rend chez lui. En le confrontant, Dimitri confirme la vision de Rudolf. Jérôme s'était également vu comme agent des frontières, bien qu'il ne l'ait pas cru à l'époque. Dans sa vision, il avait interagi avec un Allemand et raconte les mêmes détails que le prisonnier. Pendant qu'ils attendent de vérifier les informations de Geyer, Mark et Janice déjeunent dans un restaurant. Janice est frustrée et agacée de devoir traiter avec ce genre de personnes. Elle estime qu'il y a des limites qu'il ne faudrait pas franchir, mais Mark lui rappelle qu'il faut parfois faire des compromis stratégiques. Il pense que les informations de Geyer seront extrêmement précieuses. Puis le téléphone sonne à nouveau. Wiedek informe qu'ils ont localisé le fonctionnaire des frontières et que tout correspond. Il appellera le département d'État pour organiser la libération du nazi avec le gouvernement allemand. Pendant ce temps, Dimitri remet à Eon les autorisations pour l'exhumation, les montrant, et l'agent les remet aux ouvriers qui se mettent en action. Un peu plus tard, Dimitri découvre que la seule chose qu'ils ont pu déterminer est que l'appel provenait de la côte de New York et qu'il est impossible de savoir quel des 3 tours l'a transmis. Évidemment, le diamant avait habilement caché sa localisation. Après réflexion, Dimitri demande les registres des 3 tours, sachant qu'ils contiennent des millions d'appels. Avec la permission du gouvernement allemand, Mark informe Rudolf qu'il est un homme libre. Immédiatement, Rudolf raconte la deuxième partie de sa vision. Comme tous, il avait perdu conscience et avait vu sa propre libération. Puis il se réveilla à nouveau dans sa cellule. En regardant par la fenêtre, il vit des corbeaux morts dans toute la cour. Le sol en était couvert. Il admet également ne pas savoir pourquoi la panne avait duré exactement 137 secondes. Avec cela, il remet aux agents un livre sur les oiseaux. Il ne sait pas ce que cela signifie, mais dans sa vision, il avait vu que cette information aiderait l'enquête. Plus tard, Aaron retourne au bar où travaille son ex-femme. Il lui dit qu'elle avait raison. Sa fille est réellement morte. Le test ADN l'a confirmé. Il demande pardon pour lui avoir donné de faux espoirs et pour avoir agi dans son dos. Voyant son remords sincère, qui le pardonne et le console. Pendant ce temps, le FBI célèbre un enterrement pour les agents tombés. Wiedek prononce un discours émouvant et, à ce moment-là, sa femme reconnaît l'enfant de sa vision, dont elle deviendra bientôt la mère. Après l'enterrement, tous les agents se retrouvent dans un bar pour honorer les morts. Dimitri parle avec Zoé et décide d'accepter le mariage du 29 avril. Si c'est notre destin, que cela arrive, dit-il soudain. Un commentaire d'un des agents suscite alors une idée. Mark se rappelle d'événements similaires mais à plus petite échelle, dont on n'avait jamais entendu parler. Emmenant Janice, il retourne au bureau et lui demande de vérifier la population de corbeaux de l'année précédente. Sur les graphiques, elle voit que pendant la panne, les corbeaux sont morts partout dans le monde. Il lui demande d'enquêter sur d'autres années avec des chutes similaires. En examinant les données, Janice découvre un événement similaire en 1991, en Somalie. En octobre, il y eut une mort massive d'oiseaux et aussi une perte de conscience chez les humains. Dans le sud de la Somalie, dans la région de Gangar, un petit garçon guide un petit troupeau de chèvres à travers les plaines. Soudain, il observe une volée de corbeaux dans le ciel. L'instant suivant, il tombe mort au sol. Si tu pouvais voir un événement futur qui changerait toute ta vie, essaierais-tu d'en modifier le cours,
ou l'accepterais-tu comme inévitable?